Et donc la question c'est comment s'est fait ce livre? Qui a eu l'idée de faire ce livre? Est-ce que ces échanges de mails se sont faits spontanément? Après est venue l'idée du livre? Donc je vous laisse répondre. Charles, c'est très Oui, je pense que, si tu veux, il s'est rendu compte que finalement, s'il y avait une solution, la seule, c'était de rejoindre la verticalité. Parce qu'au niveau, effectivement, horizontal, c'est foutu, quoi. On va descendre de plus en plus bas, c'est très clair. Donc, effectivement, crise et mutation, c'est moi qui ai trouvé le terme de mutation, donc il y a plusieurs années. Et effectivement, à l'ère actuelle, tout le monde parle de mutation maintenant, tu vois. Mais la mutation, elle va être sévère. C'est-à-dire que pour faire une mutation, il faut qu'il y ait une descente absolue. Et la mutation signifie, en fait, tant que l'humain ne change pas, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas, comme disait Krishnamurti, une révolution intérieure, c'est une révolution intérieure, là on a fait toutes les révolutions extérieures, mais finalement elles n'ont pas abouti. Et tant qu'il n'y aura pas cette révolution intérieure de l'homme, à mon avis la descente, et comme disent les hindous, le Kali Yuga, va se faire sans problème. Alors est-ce qu'on va arriver à une arche de Noé? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, il va falloir descendre pour pouvoir remonter un jour. Mais la seule solution, c'est pour moi la verticalité, c'est-à-dire le changement du comportement humain. C'est clair. Alors est-ce que c'est une illusion de croire que l'humain peut changer, puisque finalement l'humain, de ce que l'on connaît d'un point de vue de l'histoire depuis des milliers d'années, cette phrase qui est reprise je crois par toi Charles, l'homme est un loup pour l'homme, en tout cas, c'est une certaine idée qu'on pourrait en avoir, donc ça ne changera rien. L'homme ne peut pas changer. Donc à quoi bon? Et d'ailleurs, vous commencez le livre avec cette question, faut-il juste le sauver, ce monde? Et vous reprenez un passage du Monde d'ailleurs qui dit ça, le quotidien j'entends. Donc faut-il sauver? Y a-t-il quelque chose à sauver? Ça, on ne sait pas, mais disons qu'en tous les cas, s'il y a quelque chose à sauver, on ne peut pas le sauver en dehors de cette verticalité, quoi. Parce que là, on va vraiment vers le précipice, quoi. C'est clair. À tout niveau. D'ailleurs, par rapport à ça, j'aimerais lire les propos de Ayn Rand dans l'un de ses romans. Pour le coup, je voyage dans le livre vers la fin de vos échanges. Donc, son roman s'appelle We the Living. Oui, qui a été traduit maintenant en français. Je crois qu'il vient juste d'être traduit, en fait. Donc voici ce que dit l'un de ces personnages. Tu ne sais pas que nous ne vivons que pour nous-mêmes. Les meilleurs d'entre nous le font, ceux qui en valent la peine. Tu ne sais pas qu'il y a quelque chose en nous qui ne doit être touché par aucun État, aucune collectivité, par personne, surtout pas des millions de gens. Et de poursuivre plus avant, tout homme digne de ce nom ne vit que pour lui-même. Celui qui ne le fait pas ne vit pas. Vous n'y pouvez rien. Nous n'y pouvons rien puisque l'homme est né ainsi, seul, entier, une fin en soi. Aucune loi, aucun parti ne pourra jamais tuer cette chose en l'homme qui sait dire « je ». Donc là, je te renvoie, je vais quand même te sortir un peu les vers du nez. Hein. Oui, tout à fait, mais comme je disais auparavant, il n'y a que moi. Donc c'est à partir du moment où on tue l'individualité, on est foutu. Donc on devient une espèce de collectif très, très neutre comme ça. Et Ayn Rand, c'est formidable parce qu'elle dit c'est jeu qui est essentiel. Et on a l'impression qu'on est dans un monde où ce jeu doit disparaître, si tu veux. Hein. Alors c'est le contraire. C'est jeu. Après, je m'en fous. Le reste, chacun se démerde, mais c'est d'abord jeu. Et c'est ça qui est important. Alors oui, est-ce qu'on peut pas, à travers ce genre de propos, se dire, bon bah voilà, l'égoïsme est loi, et puis chacun parle à son nombril, et puis après moi... le monde peut aller à volo, c'est pas grave. Après moi le déluge, mais tout le monde fait ça. Donc, même les dirigeants font ça. Est-ce que c'est une bonne chose que de penser à soi? Évidemment, c'est l'essentiel. Si je ne pense pas à moi, qui va penser à moi, n'est-ce pas? Non, c'est l'essentiel. Et Ayn Rand, c'est formidable à ce niveau-là. Donc tu nous dis, vive l'égoïsme? Vive l'ego au sens véritable du terme. À savoir? Je. Donc commencer par soi. Évidemment. Donc je reviens sur cette question. Qu'est-ce que ça implique pour ce qui est des religions? Si les religions sont un outil de propagande, d'une idéologie, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on va vers une dissolution progressive de toutes les religions, puisqu'il faut uniformiser? Et s'il s'agit d'éradiquer la spiritualité, donc cette verticalité, hein, Charles,
Donc ça implique qu'on va dans ce sens-là, ou qu'ils souhaiteraient ça, de façon à ce qu'on soit des esclaves heureux de l'être, si je puis dire, dans le consommable. Oui, l'histoire est très compliquée. Moi, je n'aime pas trop parler de tout ça, mais disons que je ne crois plus à tout ça, évidemment, personnellement. Ni aux religions catholiques, ni autres. Je pense qu'effectivement, ce sont des outils à l'heure actuelle dont on se sert pour accaparer, disons, le mental humain, si tu veux. Mais en fait, moi, je n'ai pas forcément de considération pour l'une ou pour l'autre, si tu veux. Donc, moi, je suis en dehors de tout ça. Donc, je ne veux pas rentrer dans ce débat vraiment. Tu vois, mais moi, je me situe en dehors. Je pense que tout ça est effectivement comme la politique, comme tout ça, c'est une manière, effectivement, aussi d'asservir les gens, enfin, etc. Et moi, je suis pour la libération, au sens krishnamurtien, si tu veux. D'accord, mais c'est intéressant, même si c'est concis, c'est intéressant, mais on va y venir pour les solutions, justement, tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il serait important, peut-être, de considérer pour arrêter d'être addict à la consommation, Charles? Écoute, l'histoire nous montre que toutes les idéologies n'ont pas fonctionné. Que ce soit le communisme, le marxisme, le fascisme, tout ce qu'on veut. Donc, il faut trouver une autre solution. Et pour l'instant, personne ne la trouve. Ça, c'est clair. Mais pour l'instant, tout ça, les révolutions, tout ça, ont tué beaucoup de monde. Beaucoup de gens se sont fait tuer pendant les guerres pour des tas d'idiots, etc., que ce soit la guerre de 14, n'importe où, chez Staline, etc. Et puis finalement, on en est toujours au même point, ou pire. Donc il y a quelque chose qui, dans le fond, ne tourne pas rond. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde, tu vois. Alors il y a quelque chose d'autre à trouver. Mais pour l'instant, en tous les cas, on ne propose rien d'autre. On est toujours dans le même système, tu vois. Et c'est toujours la lutte, finalement, entre la bourgeoisie, le monde ouvrier. On est toujours dans ces deux castes, finalement, tu vois. Et on n'en sort pas. C'est l'histoire. Et donc, à mon avis, il faut retourner à l'essence de ce que disait Maître Eckhart, le détachement absolu. Tant qu'on sortira, on restera attaché à tous ces trucs, on croira encore à ces idéologies, on ne va pas s'en sortir. Et d'être détaché, comme disait Maître Eckhart, ça veut dire devenir conscient de ce qui se passe. Et tu ne rentres plus dedans. Tu ne joues plus le jeu. Enfin, tu le joues, mais d'une autre manière. Comment? Si, mais là, tu le joues en tant qu'acteur, mais pas en tant que réalité. Tu ne crois pas. D'accord. Hein, ce que j'expliquais une fois. Tu es un acteur, comme disait Shakespeare. Mais tu n'es plus complètement pris dans le rôle, dans cette action. Mais par contre, regarde la guerre de 14, tout ça, tout le monde y a cru. Mais si ces gens-là, par miracle, revenaient, ils seraient impressionnés. Hein. C'est d'ailleurs Stéphane Hessel qui nous a quittés, c'est ce qu'il disait un petit peu. Hein. Voilà, tout ce qu'avait mis en place le Conseil national de résistance, tous les droits qu'on avait acquis après-guerre, tout ça était en train de se de dégénérer. Il n'y avait qu'à voir la liberté de la presse dont on parlait. Après la guerre, voilà, à l'heure actuelle, ce n'est que des grands financiers. Mais pour se sortir de... Un drogué, un cocaïnomane, héroïnomane, qu'importe. Si demain il désire arrêter, il en a le désir. Bien sûr. La phase de transition est extrêmement difficile. Très difficile. Ok. Je prends cet exemple-là, mais ça peut être par rapport à la bouffe, ça peut être par rapport au fait d'acheter 36 000 paires de chaussures, d'avoir les fameuses marques dont on parlait. Bien sûr. Comment procéder? Comment faire le... Mais le détachement, c'est ça, c'est qu'on t'a mis tout ça. Acheter Nike et tout le reste, etc. On t'a mis tout ça dans la tête. Donc, finalement, quand on regarde en France, tout le monde est habillé à l'américaine, c'est clair. On n'écoute que des musiques américaines, on a tous le jeans, etc. On est complètement influencé. Donc, bon, et le truc, c'est de devenir lucide de ça. Mais chaque fois que je vois des jeunes, je leur dis, mais t'es habillé à l'américaine, t'as la casquette, t'as tout. Ben, ils s'en rendent pas compte. Alors l'important, c'est de devenir lucide de tout ça. Et à un moment donné, c'est ça le détachement. Plus tu deviens lucide, plus tu sors de ça. Ça n'empêche pas que tu vas embêter personne, mais tu es lucide. Alors remplacé par quoi? Si tu arrêtes de consommer les marques, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas obligé de stopper les marques. Moi, j'ai peut-être des chaussures qui correspondent à ce qui se vend, quoi. Mais tu es lucide, de plus en plus lucide, c'est ça l'histoire.
Donc à ce moment-là, tu peux atteindre le grand détachement, comme disait Maître Eckhart. Et à ce moment-là, on vit très différemment. Et là, on prend tout au sérieux. Le problème, il est là. On prend tout au sérieux. Bon, la Corée qui va faire ceci, qui fait cela. Et tout le monde, et puis tout le monde joue avec ça. La peur, le machin, le truc. Et non, l'idée, c'est de sortir de tout ça. Moi, c'est pas un problème pour moi. D'accord. Donc ce que tu es en train de nous dire quand tu parles de ce détachement, c'est prendre conscience de cet acte qui est de consommer. Sur le fait que l'État-nation vienne à disparaître, Charles, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je ne suis pas contre. Ce qui ne doit pas disparaître, c'est les racines. C'est quoi la distinction entre les deux? Par exemple, si tu es d'une région, que tu sois breton, il y a des racines bretonnes, c'est très différent de la nation française, si tu veux. Donc pour toi, l'identité... Je pense que tout le monde doit retrouver ses racines à un moment donné. Et pourtant, il y a une culture française. Alors, si on parle de racines, est-ce que tu associes ça à la culture? Il y a une culture. Moi, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas une culture française, bien entendu, et que j'aime beaucoup, mais ça représente aussi une certaine époque, si tu veux. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait des Rabelais maintenant à tous les coins de rue, ni des Voltaire, ni des... etc., ni Rousseau, etc. Donc on est en décadence aussi à ce niveau-là. Donc à ce moment-là, la seule solution, c'est retrouver vraiment la racine de sa terre, quoi, d'une certaine manière. Puisque cette culture-là, qui était beaucoup plus générale, est très importante, et elle tend à disparaître, évidemment. Et c'est terrible. C'en est terrible, c'est comme la langue. D'accord, donc... Les langues disparaissent petit à petit, malheureusement. Est-ce que, dans le fait de peut-être éradiquer la notion de région, qui tend à nous rapprocher de la notion d'enracinement, d'avoir ses racines, hein, comme tu le disais, Charles, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que, d'un point de vue institutionnel, à la rigueur, on peut s'en passer des régions, parce que ça reste qu'une institution, un cadre érigé par l'homme? Mais la culture, alors venons-y, on parlait tout à l'heure du hip-hop, du rap et autres, mais la culture, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on peut parler de contre-culture à l'heure actuelle? Est-ce qu'on peut parler d'une culture intellectuelle, que ce soit dans le domaine de la philosophie, de la peinture, des écrivains? Où sont les intellectuels français, ces fameuses lumières? Oui, à part Marc Lévy, effectivement. Oui. Donc il y a une disparition, et la langue française, en l'occurrence, je ne sais pas si elle va disparaître, mais en tous les cas, ce qui est évident, c'est que ceux qui défendent la langue française, par exemple, ce sont les Africains, ce sont les Canadiens, ce sont les étrangers. Mais les Français, pas tellement. C'est ça qui est paradoxal. Et donc, si elle résiste encore autant, c'est grâce à ces gens-là. Même les Corses parlent français, finalement. Et il écrit bien, puisque le dernier Goncourt, c'est un Corse. Ferrari, c'était un Corse qui a reçu le Goncourt. Bon. Et la perte de la langue, c'est la perte de la civilisation, c'est clair. Donc si on perd cette langue, c'est fini. Alors après, évidemment, qu'on se mélange avec les anglo-saxons, moi je veux bien, le monopole américain, c'est bien. Mais enfin bon, les gens disent enjoy. Alors enjoy, c'est en joie, évidemment. Et ils n'ont toujours pas compris que la langue anglaise, ce qu'on appelle la langue anglaise, c'est 70% du français quand même. Mais traficoté. Donc tu vois, alors c'est plus important qu'on ne croit, finalement, ça. D'ailleurs, ils veulent faire en sorte que les études supérieures ne soient plus en français, mais en anglais. Voilà, et déjà, à partir du MC2, je sais pas quoi, pas Einstein, mais disons, l'anglais va devenir obligatoire. Ce qui est insensé. Alors, bon, à quoi a servi Jeanne d'Arc?